Notre rapport a été publié le 17 avril de l'année. Nous l'avons présenté à la population. Nous avons largement discuté de son contenu, de ses recommandations. Et nous pouvons conclure aujourd'hui que c'est un rapport qui est le fruit d'une large concertation, d'une réflexion assez approfondie sur le sujet. On y a mis 18 mois. Je dirais même qu'il est audacieux et en même temps très pragmatique. Nous avons obtenu un fort consensus à l'égard de nos recommandations. Nous avons constaté que les régimes actuels atteignent leurs objectifs pour la plupart. On a aussi constaté que l'épargne retraite est insuffisante pour bon nombre de Québécois. Et on a constaté aussi que les régimes à prestations déterminées, ceux qui offrent une promesse de rente, ils sont en décroissance et elles se transforment, ce qui a pour effet d'affaiblir la sécurité financière des travailleurs. On a constaté aussi, puis là, dans les régions, lorsque je fais ma tournée, on me l'a souligné, se dégage de l'analyse une forte impression d'iniquité, puisque 35% seulement des travailleurs québécois bénéficient d'un régime à prestations déterminées comportant une promesse de rente. Tous les autres, et donc 50% des travailleurs, 2 millions, n'adhèrent à aucun régime collectif d'épargne, donc qui sont un peu laissés à eux-mêmes et qui doivent gérer tous les risques associés à la gestion d'un régime de retraite, gestion des risques financiers, gestion des risques de longévité. Nos principales conclusions, c'est qu'il y a une urgence d'agir pour établir la sécurité financière. Et en somme, on ne peut plus compter sur une embellie des marchés financiers pour restaurer la situation. La raison d'être de notre comité émane du fait que les régimes à prestations déterminées connaissaient une mauvaise période. Hein? On a des déficits de solvabilité qui se sont accumulés au cours des ans. Et lorsqu'on a pris notre mandat, la médiane de la solvabilité était à 74%. Il est vrai qu'il y a eu une certaine embellie des marchés et que la solvabilité s'est améliorée. Cependant, on a encore la tête dans l'eau et les problèmes de structure de nos régimes entourant la structure de nos régimes à prestations déterminées demeurent. Et si on veut envisager l'avenir avec optimisme, il faut travailler sur ces régimes et la façon dont ils ont été conçus, et sur la fameuse équation entre les bénéfices et les coûts. Les causes de la situation actuelle, je résume rapidement, hein, c'est la démographie et les baisses des taux d'intérêt, et puis les rendements des marchés boursiers. En termes démographiques, en 1970, on arrivait sur le marché du travail en moyenne à 19 ans. On travaillait 46 ans, puis on prenait notre retraite à 65 ans. Puis on avait une espérance de vie à 65 ans de 13 ans. En 2009, on arrive sur le marché du travail à 22 ans, on travaille 38 ans, on prend notre retraite en moyenne à 60 ans, puis on a une espérance de vie de 23 ans. Vous qui êtes fort en mathématiques, vous allez comprendre que cette équation ne tient plus. Le délaissement des régimes à prestations déterminées, bien sûr, nous inquiète. Et compte tenu de l'analyse que nous avons faite, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, que le statu quo n'est pas une option. Vous avez sûrement entendu des commentaires en disant « Ah, le rapport d'amour, on ne peut pas l'appliquer parce qu'ils ont plaidé que c'est un tout, c'est indissociable. » Je voudrais faire valoir auprès de vous que c'est un tout dans la logique qu'on a utilisée pour aborder le problème et proposer des solutions. Voyez cette pyramide. Cette pyramide illustre très bien la façon dont nous avons réfléchi. Le système de retraite québécois doit être viable. Notre objectif de base, c'est l'objectif ultime. Lorsque nous avons reçu notre mandat, il était un petit peu plus fermé autour de la problématique de la solvabilité des régimes de retraite. Mais après peu de temps, on s'est rendu compte qu'il fallait l'élargir pour inscrire ça dans une vision plus large du système de retraite québécois. Nous sommes engagés à proposer à la population les éléments de discussion pour leur renouveler notre contrat social à l'égard des retraites. Donc, le système de retraite québécois doit être viable. Nous avons
ajouté 2 objectifs de travail. Le premier, c'est assurer la sécurité financière à la retraite et deuxièmement, pérenniser le système de retraite. 2 objectifs bien distincts. Si on remonte aux années 90, je dois vous dire qu'à cette époque-là, on a développé une sorte de culture du rendement. On avait des surplus. On cherchait des façons d'utiliser. On évoquait le fait que la fiscalité ne nous permettait pas de faire autrement que de les redistribuer. On n'a pas constitué de réserve. Donc, on a développé cette culture. On voulait s'enrichir avec un régime de retraite. Il faut dorénavant passer à une nouvelle culture, changer de paradigme, arriver à une culture de la sécurité financière. C'est autre chose. Nous avons adopté 3 principes, 3 valeurs de base. Ces 3 valeurs que sont la transparence, l'équité intergénérationnelle et la responsabilisation. La transparence, il faut que les retraités, les actifs, connaissent sachent ce qu'ils ont dans leur régime de retraite. Quelle est la solvabilité? Quelle est la probabilité que leur régime de retraite va leur payer la rente promise lorsqu'ils prendront leur retraite? L'équité intergénérationnelle. Notre système de retraite, il comporte des iniquités. Un exemple, le régime de rente du Québec, il est capitalisé à peu près à 15 %. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 20 ans, 30 ans, d'ici ce temps-là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va équilibrer les entrées et les sorties pour maintenir les cotisations égales aux prestations. Donc, ce 15 % et cette recherche de l'équilibre fait en sorte qu'un jour ou l'autre, il va y avoir un problème. Responsabilisation, on pense que le problème ne peut être résolu que si chaque partie prenante prend ses responsabilités. C'est le gouvernement, c'est l'entreprise, c'est le travailleur. On a proposé 4 principes pour élaborer nos recommandations. Le premier, c'est la vérité des coûts. Deuxième, c'est le cadre législatif flexible. Ces 2 principes-là émanent d'une lecture des faiblesses du régime actuel, notre système actuel. On ne connaît pas les coûts, les bénéfices qu'on se permet. Puis notre loi est très, très encadrante. Et elle protège beaucoup les intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs et des participants au régime. Deuxièmement, le cadre législatif flexible, il faut que nos lois évoluent pour se donner cette capacité de restructurer les régimes lorsqu'on devra le faire. Les 2 derniers principes, la mutualisation et la diversité des sources de revenus. Mutualisation, un principe de base. Lorsqu'on a proposé la rente longévité à 75 ans, on s'est basé sur la mutualisation du risque de longévité. En passant, 75 ans, maintenant, ça équivaut à 65 ans en 1960. Donc, 75 ans, ce n'est pas un problème dans le décor. Diversité des sources de revenus. Diversité des sources de revenus, ça signifie que notre régime, notre système actuel comporte aussi des forces, au-delà de la mutualisation, comporte des forces, c'est-à-dire on a plusieurs sources de revenus. Le fédéral, la régie des rentes, les régimes à prestations déterminées, les régimes à cotisation déterminée, l'épargne personnelle. Il ne faut pas modifier ça parce que ça constitue une force de notre régime, de notre système. À partir de ces principes, nous avons élaboré une foule de recommandations. D'abord, les recommandations en 3 blocs. Le premier bloc, c'est revenir à la réalité financière. Et là, nous avons proposé une nouvelle façon de mesurer les actifs et les responsabilités. Ça s'est appelé la capitalisation améliorée. On pourrait y revenir. Améliorer la gouvernance et la flexibilité. On a introduit des idées comme partager les risques à 50-50. Restructurer les régimes à prestations déterminées. On s'est dit, c'est possible de les restructurer les régimes actuels dans le cadre de la loi actuelle, si on modifie les bénéfices futurs. Mais c'est impossible de revenir sur le passé. Donc, nous proposons d'ouvrir cette possibilité, de la donner. Rente longévité, c'est le deuxième bloc. C'est une sécurité financière additionnelle qu'on veut procurer à 4 millions de travailleurs. C'est une approche aussi qui va soulager les régimes à prestations déterminées existants, parce qu'au lieu de laisser la mutualisation du risque de longévité entre les mains d'un petit groupe, on l'élargit, cette mutualisation, à 4 millions de travailleurs. Rénover la place de l'épargne personnelle. On pense donc qu'entre 75 ans et l'âge de la retraite, de la prise effective de la retraite, il y a un espace de temps. Et on pense que cet espace de temps, l'épargne nécessaire pour passer à travers cet espace de temps,
est constitué d'épargne personnelle, nouveaux types d'épargne. Nous avons recommandé au gouvernement d'ajouter des outils additionnels pour permettre, par exemple, d'utiliser les fonds qui étaient immobilisés pour pouvoir les utiliser pendant cette période-là. On pense que les gains qu'on peut faire, c'est en repoussant l'âge effectif de la retraite. L'âge moyen, 60 ans, bien, si dans 5-10 ans, on passe à 65 ans, et je pense que c'est possible parce que la tendance de l'âge à laquelle les Québécois maintenant prennent leur retraite commence à être infléchie et commence à augmenter, 61, 62, et dans quelques années, on y sera. La population en âge de travailler au Québec, toutes choses étant égales par ailleurs, est appelée à décroître de 3 % sur les 20 prochaines années. Alors qu'en Ontario, elle croît de 10 %, aux États-Unis, c'est la même chose, et dans le reste du Canada, c'est la même chose. Donc, imaginez que si notre population en âge de travailler diminue, alors qu'elle augmente ailleurs, et si on prend en compte le fait que la croissance économique tient pour la moitié de la croissance d'une population, bien, on est dans le trouble si on ne fait rien. Alors, le rapport Demers souligne un certain nombre de pistes pour revaloriser la promotion de la main-d'œuvre, soutenir la main-d'œuvre, la recycler, lui donner la capacité de rester plus longtemps travailleur et de contrer la pénibilité de certaines obligations de travail que comporte notre économie. Et je pense que si on associe les conclusions du rapport Demers à notre propre rapport, on a, je pense, une recette intéressante pour l'avenir. Mon propos va surtout porter sur les régimes de retraite privés, donc le régime comme solution au problème de la retraite. Je vais analyser un petit peu aussi la situation actuelle, regarder un peu l'impact de la situation actuelle sur l'offre de régime, le financement, le partage de risques, un mot sur ce que nous on a fait, et un mot aussi sur le rapport d'amour, parler brièvement de l'allongement de la période de travail et quelques prévisions personnelles pour mettre un peu de piquant dans la discussion. La meilleure façon, d'après moi, et je suis d'accord avec le rapport d'amour, pour assurer la sécurité à la retraite, c'est d'avoir un régime à prestations déterminées. Un régime qui, d'abord implique une épargne forcée et un partage de risques au niveau de la mortalité. En tant qu'administrateur de régime de retraite, moi, je vois trois crises. M. Damour l'a abordé, mais je les vois aussi, moi, du côté d'un gestionnaire de régime. La baisse des taux, ça implique effectivement une augmentation du passif des régimes de retraite. Depuis 2006, nous, notre taux d'actualisation est passé de 7, grosso modo, à 6. Il va baisser encore un petit peu, 1 % sur un régime qui est mature, une forte durée. Ça implique quand même une forte augmentation du passif d'autour de 15 %. En parallèle, il y a eu la crise de 2008, la crise financière. Donc, on devait faire 6 %. Là, c'est le rendement auquel on s'attend. Et nous, on a perdu 13 % cette année-là. Donc, on était, grosso modo, on avait un trou de 19 % à financer. Et tout récemment, là, un de mes collègues a travaillé là-dessus, la mortalité, alors l'amélioration de la mortalité, une nouvelle table de mortalité, un nouveau coût pour les régimes de retraite. On constate ça maintenant, là, et on implique, ce qui implique une forte croissance du passif, encore une fois, de l'ordre de 4 à 10 %. Alors nous, on est un régime mature, donc ça implique une forte croissance de ce passif aussi. Les régimes de retraite étaient en surplus dans les années 90. Les régimes même généraient des profits pour les entreprises dans ces années-là. Les rendements sur les actifs étaient tellement forts que ça plus que contrebalançait le coût du service courant et le coût aussi de l'augmentation du passif par le taux d'intérêt. Donc, on avait des rendements supérieurs au coût. Nos voisins du Sud, eux, étaient pires que nous. Ce qu'ils faisaient, ils fermaient carrément le régime et avec une partie de l'argent, achetaient les rentes promises et encaissaient la balance et redémarraient un régime identique tout de suite après la journée subséquente. Donc, finalement, on faisait effectivement du cash avec les régimes de retraite. Ici, vous gérez un centre de profit. Donc, on ne gère pas une caisse de retraite, on gère un centre de profit. Alors donc, ça a amené les entreprises à bonifier les régimes parce qu'on avait effectivement, on blâme le fédéral, quand je montre ici, c'est la faute du fédéral, le 110 %, on l'a peut-être un petit peu mal interprété ou trop strict, de façon trop stricte. On a dilapidé les surplus qui se trouvaient au-dessus de ce 110 %-là, tantôt en congé de cotisation, tantôt en bonification au régime, et aussi tantôt en gestion de la masse salariale ou de gestion de la main-d'œuvre, parce que dans le fond, on a aussi utilisé ces régimes-là pour gérer un peu l'entreprise. En période de récession, bien, on incitait les gens à prendre leur retraite. Donc, c'était aussi un outil de gestion, ces régimes-là. Est-ce qu'on avait toujours en tête la gestion de régime de retraite quand on a posé ces gestes-là?
la question est posée. La réponse, je pense, est assez évidente. Tout le monde peste contre les normes comptables parce que maintenant, elles ont changé et elles impliquent qu'on met le passif directement dans le tableau, dans le bilan. Même si on les mentionnait dans les notes auparavant, là, on prend le chiffre, qui est horrible pour l'instant, et on le met dans le tableau principal, donc il fait partie de l'image globale, et l'image n'est pas très belle. On a aussi procédé à l'achat de rente. Dernièrement, les grosses compagnies comme GM ont acheté beaucoup de rente. On pense que c'est peut-être pour sécuriser les régimes, mais quand on lit aussi d'autres avis là-dessus, c'est aussi pour gérer l'image de l'entreprise, pour la rendre attrayante pour les investisseurs. Alors, on n'a pas encore l'image de la gestion, le principe de la gestion du régime quand on pose ces gestes-là. Une entreprise qui disait, bien, écoutez, moi, si j'ai besoin de recruter, et si mon compétiteur offre un régime à prestation déterminée, je vais en offrir un aussi. Donc, le recrutement demeure un élément intéressant pour la mise en place ou le maintien de ces régimes-là. Dans d'autres cas aussi, on a eu des entreprises qui ont utilisé ces régimes pour gérer la main-d'œuvre et qui ont dit, effectivement, bien écoutez, nous, le régime nous a servi, alors on est prêt à mettre de l'argent dedans pour le maintenir. Alors, on investit une grosse compagnie de chemin de fer, pour ne pas la nommer, on investit au-dessus de 1 milliard de dollars dans son régime, 1,6 milliard, je pense, au cours des dernières années, en cotisation supplémentaire pour faire survivre ce régime de retraite. L'équité intergénérationnelle, on en a parlé, on est en plein dedans, nous aussi. On n'a pas le choix. Je ne sais pas comment on peut gérer cet élément-là en tant que gestionnaire de régime, peut-être en gardant trace de ce qu'on a fait, en gardant trace de ceux qui ont cotisé, contribué à une période, et quand on reviendra éventuellement en surplus, peut-être repartager ou redistribuer en priorité à ces gens-là. Partage de risque, écoutez, ça met une pression sur le partage de risque. On entend effectivement partage de coûts avec les employés, le régime en parle, partage de déficit avec les employés. Et nous aussi, on est à l'université, on l'a mentionné au début, on est là-dedans, partage de coûts et partage des déficits avec les employés. On a signé une lettre d'entente qui coupait certaines clauses de notre convention collective pour commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer un déficit qu'on savait qu'il allait venir. C'était tout de suite après la crise de 2008. Alors, notre mécanique, même nous, lettre d'entente, était valable pour une crise, mais quand on rajoute 2 crises par-dessus, une baisse subséquente des taux d'intérêt et la mortalité qui entre, la mécanique commence à s'user un petit peu rapidement. Alors, ça pose de gros problèmes. Capacité à assimiler les crises, je pense que dans un contexte de régime à prestation, on devrait être capable d'assimiler les crises. Bon, M. Damour l'a dit, on a dilapidé, on a distribué les surplus, on a perdu une marge de manœuvre. Reste quand même, par exemple, si on regarde la crise de 2008, au niveau des rendements, nous, on s'attendait à un rendement de 13 de 6 pardon, on a une perte de 13. Alors, on était à 19 de l'idéal. Et finalement, quand on regarde les rendements sur les 5 dernières années annualisés, incluant la crise de 2008, on a un rendement autour de 5 On s'attend à avoir 6 On a presque digéré cette crise-là. Travailler jusqu'à 80 ans, je trouvais l'idée intéressante. Peut-être pas pour tous les types d'emplois. Je sais qu'ici, par exemple, à l'université, il y a de plus en plus de professeurs qui sont actifs après 65 ans. Il y a des métiers qui sont plus difficiles à étirer jusqu'à 65 ans, voire même jusqu'à 80 ans. À l'heure actuelle, on voit les mouvements au niveau de la prestation de sécurité de la vieillesse et de la régie des rentes pour un peu tirer la retraite un petit peu plus loin. C'est fonction du corps d'emploi. Il y a aussi, quand même, à l'heure actuelle, si vous êtes un peu dans le domaine, moi, j'ai des jeunes enfants qui commencent à entrer sur le marché du travail et on s'aperçoit que finalement, l'entrée sur le marché du travail n'est pas si facile. Il y a quand même des embûches. Pensons, par exemple, au domaine de l'éducation. Les gens, aujourd'hui, prennent leur retraite à 57 ans dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les études sont plus longues. L'entrée est plus difficile. On a des parties de contrat, on a des portions de contrat. On n'est pas permanent. À 28 ans, 29 ans, on n'a pas encore de permanence, pas encore de travail à temps plein. Ce qui fait que, naturellement, on n'a pas beaucoup de contributions au régime de retraite. Alors, finalement, dans 35 ou 40 ans, on n'aura peut-être pas pleinement capitalisé une rente, même si on est dans un contexte de régime à prestation déterminée. Un mot sur le rapport d'amour. La vérité des coûts, le mot vérité, c'est sûr que moi, en tant que gestionnaire de régime de retraite, après avoir côtoyé les actuaires pendant plusieurs années, la vérité, je commence à trouver qu'ils n'ont pas toujours de façon ponctuelle, là, parce qu'ils nous disent des choses et puis ça ne se matérialise pas. Je comprends le principe. Je pense qu'on vise surtout, c'est la meilleure gestion des régimes. M. Damour l'a mentionné. C'est sûr que la capitalisation améliorée, si demain matin, on la mettait en place dans les régimes parapublics comme nous, ça implique que ce serait une 4e crise parce qu'on baisse encore de façon substantielle le taux d'intérêt. Alors, est-ce qu'on aurait de la difficulté à gérer, à digérer? Ce serait comme ni plus ni moins donner une pilule de cheval à un bébé. Là, la bouche est trop petite, ça ne rentre pas. Donc, il faudrait comme couper le morceau un petit peu plus petit pour essayer d'administrer la médecine.
en espérant que le médicament ne tue pas le patient non plus. Selon moi, dans un avenir rapproché, et si on est dans le statu quo, on parlait à M. Damour, je pense qu'effectivement, on pourrait retrouver les régimes à prestations, ceux qui ont survécu dans un contexte de surplus, parce qu'à force de mettre de l'argent dans les régimes, des paiements supplémentaires et les taux d'intérêt éventuellement remontants, on va se retrouver dans un contexte de surplus. Alors, mais dans un avenir plus ou moins rapproché, si on est dans ce contexte-là, peut-être que les entreprises vont réaliser que finalement, un régime à prestation déterminée, c'est moins coûteux qu'un régime à cotisation déterminée. C'est une bonne chose à avoir. Ils vont peut-être même inciter nos travailleurs à changer, à convertir le régime à cotisation en régime à prestation, parce qu'on fait de l'argent avec les régimes à prestation. Dans un avenir plus ou moins rapproché, peut-être que le gouvernement fédéral, lui aussi, va dire, bien, écoutez, la règle de 125 % de surplus, maintenant, c'est trop contraignant pour nous, parce que dans le fond, c'est de l'argent qui n'est pas imposé. On va ramener ça à 110 %. Ça fonctionnait à 110 % finalement. On va se retrouver dans un contexte qui va peut-être ressembler à peu près aux années 90. Mais là, je ne sais pas si, effectivement, on va se rappeler de ces années, de ces décennies 2000 à 2010. Puis, si on va se souvenir que finalement, peut-être qu'il y a une autre tempête parfaite qui peut arriver éventuellement, qui va impliquer qu'on va se ramasser encore dans des situations telles qu'on vit à l'heure actuelle. C'est un rapport qui m'a tenu, dans le fond, dans l'angoisse pendant longtemps. Et j'ai évidemment beaucoup de respect pour vous, mais je suis très critique du rapport. Donc, c'est peut-être un sujet d'autant plus intéressant que derrière les régimes de retraite, et le titre de la conférence le disait un peu, hein, on parlait du modèle québécois, donc il y a une réflexion sur les régimes de retraite qui, je crois, reprend une espèce de division fondamentale dans la société québécoise à l'heure actuelle, qu'on caractérise généralement par le débat entre l'axe droite-gauche, que j'aime pas trop comme étiquette, mais néanmoins, il y a des points de vue qui s'affrontent, puis il y a une réflexion fondamentale, puis c'est vraiment une question de valeur. Est-ce que la retraite, c'est une responsabilité collective ou est-ce que c'est une responsabilité individuelle? Pour le rapport d'Amour, en fait, le premier constat, c'est évidemment, pour moi, la rente longévité. Je pense que c'est là où vraiment il y a une proposition d'un nouveau programme social capitalisé, reposant sur des bases intéressantes. Là, on nous propose, à tout le moins, un régime pleinement capitalisé, un peu idéal, dans le fond, comme on aurait voulu que la RRQ soit, en espérant que tout à coup, le gouvernement fasse la bonne chose, même s'il ne l'a pas fait la dernière fois. Mais on va espérer quand même. Le deuxième point, c'est qu'on suggère donc de s'attaquer au régime de retraite dans le secteur public. Puis quand je dis s'attaquer, c'est vraiment une figure de style, parce qu'il y a un vrai problème. Le partage du risque entre employeurs-employés, on donne une espèce de formule, hein, où on espère que dans un certain délai, avec la négociation, on s'entende. Sinon, on donne la possibilité à l'employeur d'arriver avec une solution où il va faire au moins 50 % de l'effort, si ce n'est plus. Et je pense qu'en fait, ça, c'est le principal point positif du rapport d'Amour, parce qu'on réalise peu l'ampleur du défi qui frappe à nos portes. Pour vous mentionner les chiffres globaux, et si je me trompe, on me corrigera, pour les municipalités, les passifs accumulés au titre des régimes de retraite, c'est 9 milliards de dollars. Pour les universités, c'est 5 milliards de dollars. Fait que c'est considérable. Et en bout de ligne, c'est les contribuables qui sont appelés à payer. L'autre chiffre que j'aime bien rappeler, parce que personne n'en parle, c'est le 82. 82 milliards de dollars. C'est la part, dans le fond, le passif actuariel accumulé pour les régimes de retraite provinciaux, donc du gouvernement du Québec. C'est le passif total. 82 milliards, c'est la moitié de la dette brute du Québec pour des programmes qui vont servir à payer les fonctionnaires à qui on a promis, dans le fond, de verser une rémunération, non seulement sous forme de salaire, mais sous forme de régime de retraite aussi. Ça, on ne le trouve pas facilement. Il faut aller voir, dans le fond, dans les crédits budgétaires. L'inéquité fondamentale entre les régimes de retraite publics qui sont à prestations déterminées, qui payent bien, qui donnent un revenu de retraite très élevé, et d'autres qui n'épargnent pas suffisamment. Et c'est là qu'on arrive à la rente longévité. Je ne cacherai pas que pour moi, j'ai un malaise profond à voir ce jugement d'épargne insuffisant porté sur les Québécois qui, par ailleurs, en moyenne, payent déjà
un fardeau fiscal élevé qui sert notamment à payer les régimes de retraite à prestations déterminées des fonctionnaires. On leur dit, vous n'épargnez pas suffisamment, mais leur fardeau fiscal est à l'avenant. Et ça leur laisse peu de marge de manœuvre. Alors, il y a là, quelque part, une inéquité qui n'est peut-être pas intergénérationnelle, mais qui est certainement présente. Donc, certains n'épargnent pas suffisamment. Évidemment, dans le suffisamment, qui est entre guillemets ici, il y a un jugement de valeur. Hein? Il y a un jugement un peu subjectif, un peu arbitraire, où on dit qu'est-ce que c'est le suffisamment, qu'est-ce qu'une personne doit épargner. Donc, les programmes sociaux assurent un minimum et il y a donc dans les piliers de la retraite, effectivement, une partie qui est à prestation déterminée pour tout le monde. C'est leur RQ. Il y a aussi la sécurité de la vieillesse ou le supplément de revenu garanti qui complémente les revenus à la retraite, qui évite, dans le fond, avec un minimum, qu'on se retrouve en situation de pauvreté. Le revenu de remplacement souhaitable pour avoir un niveau de vie à peu près équivalent à la retraite que durant notre vie active, c'est 60 % à 65 ans. Et le risque, c'est que, dans le fond, un faible taux de remplacement, en dessous de 60 % à 65 ans, pour ces travailleurs, là, dans le rapport, on parlait vraiment des travailleurs entre 20 000 et 60 000 implique qu'ils peuvent se retrouver dans une situation difficile à la retraite. Mais évidemment, peuvent. Hein, donc, il y a une possibilité, mais la certitude, elle n'est pas encore là. Combien n'épargnent pas assez? Bien là non plus, on ne voit pas vraiment de certitude. On parle d'une situation préoccupante et ça a été relayé dans les médias. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui en ont parlé. On a peut-être un peu oublié la phrase d'avant qui est, quant à moi, très pertinente, où on précise qu'il est difficile d'évaluer avec précision l'ampleur du problème. Il y a là un drame quant au diagnostic posé dans le rapport d'Amour. Le diagnostic n'est pas particulièrement précis. Il y a une classe moyenne qui épargne, mais qui épargne peut-être autrement, c'est-à-dire pas nécessairement une épargne financière. On ne met peut-être pas assez d'argent dans nos REER parce qu'on n'a pas accès à un régime complémentaire d'employeur. Il y a peut-être un problème. Par contre, il y a une épargne immobilière. On achète, par exemple, notre maison qu'il faut prendre en compte. Et là, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel parce que c'est vraiment un mode d'épargne qui existe, qui est répandu, qui est important à prendre en compte parce que ça change le portrait. Et malheureusement, dans le rapport d'Amour, on ne le fait pas. Il y a vraiment là un trou et c'est considérable. On parle dans l'épargne en général d'un trou qui représente de 40 à 45 % selon les bases de données et comment on calcule, de l'épargne totale. Il y a aussi un rapport, en fait, là, du revenu des Canadiens à l'âge de la retraite et en âge de travailler qui a été réalisé par Statistique Canada. Donc, j'imagine qu'il y a des bases de données derrière ça. On montre, entre autres, que quand on le prend en compte, l'accroissement du revenu des ménages à l'âge de la retraite est de l'ordre de 10 à 13 %. Donc, ça change considérablement. Ça veut dire que quand on fixe le seuil à 60 % de revenus de remplacement, mais là, tout à coup, on voit qu'il y a un 10 à 13 % de jeu. Est-ce que l'épargne forcée, c'est la solution? L'âge de la retraite, on parle dans le rapport d'une décision personnelle. On dit que les travailleurs sont libres de définir l'âge effectif de la retraite dans la mesure où ils assument, dans le fond, les conséquences de leur choix. Mais ça, c'est pour l'âge de la retraite, parce que pour l'épargne, là, il faut forcer l'épargne. Les gens n'ont pas ce choix-là, on ne va pas leur laisser ce choix-là, quitte à ce qu'ils en assument les conséquences. Non, ça ne passera pas comme ça. Puis là, j'ai comme un doute. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'âge de la retraite, c'est aussi une décision qui se prend sur la base de est-ce que mon épargne est suffisante? La proposition de rente longévité, pour moi, c'est une taxe sur la masse salariale et encore une taxe sur la masse salariale. On est déjà champion au Québec. Ça va réduire donc les salaires de 3,3 %. Je ne pense pas qu'on veut réduire les salaires de 3,3 %, surtout au Québec où nos salaires ne sont pas élevés. C'est important, les taxes sur la masse salariale, parce que ça fait un écart entre ce qui est payé par l'employeur et ce qui est reçu. Je donne l'exemple, par exemple, d'un emploi à 40 000 qui coûte 45 000 à l'employeur à peu près, mais qui ne paie que 37 000 à une personne avant impôt qui occupe cet emploi-là. Est-ce qu'une solution universelle comme la rente longévité qui s'applique à tout le monde est vraiment la meilleure solution? Les conditions particulières et les préférences personnelles sont assez diverses que je crois qu'il faut donner une responsabilité aux gens parce qu'on donne aussi une souplesse dans l'adaptation des circonstances personnelles ou de l'épargne par rapport aux circonstances personnelles, peut-être pour nous rassurer
Il y a Moody's, hein, qui est une agence de cotation, qui nous dit qu'elle a tout à fait confiance que le problème des régimes de retraite, c'est gérable, manageable en anglais, donc gérable, parce qu'on nous dit, on s'attend à ce que les provinces dont les obligations sont les plus grandes, dont le Québec, adoptent des réformes. Malheureusement, le rapport d'Amour est un peu mis sur les tablettes en ce moment, ou enfin, dixit Denis Lessard, la phrase suivante de Moody's, c'est « Sinon, le risque de crédit pourrait augmenter ». Alors, je pense qu'il y a urgence d'agir. J'espère être assuré ce soir qu'on va agir. Moi, à l'inverse, on a un projet de recherche sur des régimes qui se sont terminés et pas dans de bonnes conditions. C'est le cas de Papier White Birch. Et on s'est rendu compte effectivement qu'à chaque fois qu'on rencontrait des gens dans la ville de Québec, tout le monde connaissait quelqu'un qui avait été touché par les problèmes de fermeture de régime sous la loi avec les arrangements des créanciers des compagnies. Et on se rendait bien compte de l'importance sociale que pouvait avoir un régime de retraite pour une communauté, dès lors que les prestations ne sont pas juste des prestations pour des travailleurs donnés, mais c'est aussi souvent un revenu pour l'ensemble de la famille et une sécurité, comme on le disait tout à l'heure, pour une communauté. Alors, revenir quelques instants sur le système québécois. Daniel en a parlé. On a à la fois des régimes qui assurent une sécurité du revenu par des régimes publics basés sur un statut d'emploi, mais aussi des régimes qui ont été utilisés dès le départ par les entreprises pour faire de la gestion de main-d'œuvre. Et donc, on est dans un système évidemment mixte entre ces objectifs-là, qui assure à la fois une sécurité du revenu et une accumulation de capital. Mais il faut se rendre compte aussi que sur un temps long, le taux d'activité des gens a beaucoup augmenté. Le taux d'activité des étudiants augmente de façon importante ces dernières années, et le taux d'activité des retraités a recommencé à augmenter depuis les années 80, milieu des années 90. Et donc, il faut faire attention, la crise des régimes de retraite, elle n'est pas liée à une volonté individuelle de se mettre dans un petit coin puis de bénéficier de sa rente en fermant les portes et les fenêtres de chez soi. Les gens continuent à participer à la société, continuent à travailler. Alors là, il y a un petit débat sur est-ce qu'on a des étages ou est-ce qu'on a des piliers? Parce que souvent, on explique, et c'est un peu la base qui a été développée par la Banque mondiale, un bon système, et le système québécois est reconnu pour ça, c'est un système avec plusieurs étages. Comme une maison, on dit les fondations, les murs, la toiture, tout ça. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que notre système, il a évolué vers une segmentation de plus en plus forte, avec des gens qui n'ont que les régimes publics, des gens qui reposent uniquement sur les régimes à prestations déterminées, d'autres sur les régimes à cotisations déterminées, et d'autres sur des REER. Donc la force du système, là, si elle est liée au fait qu'on a différentes couches de revenus, c'est de moins en moins vrai dans le système québécois, d'où les nécessités de faire un certain nombre de réformes. Alors, un élément important quand même, c'est qu'au Québec, on a fait un choix. C'est une gestion institutionnelle. Pour des tas de raisons, on a dit les régimes purement d'employeurs sont des régimes qui sont problématiques pour tout un tas de raisons d'historique. C'est des régimes qui n'offrent pas suffisamment de sécurité. Donc, la gestion doit être faite par un comité de retraite sur lequel il y a des représentants des employeurs, des actifs, évidemment, éventuellement des représentants de retraités. Et c'est autour de ces comités de retraite que s'est créée la gestion et la gouvernance de ces régimes-là. Et c'est une particularité québécoise. Donc, quand on a le modèle québécois, il faut en parler. Dans beaucoup de cas, la remise en cause de ces régimes était liée finalement au fait que les régimes de retraite, notamment à prestations déterminées, sont des symboles du compromis fordiste. Et évidemment, dans une période où on a beaucoup remis en cause ce compromis social-là, évidemment, les régimes de retraite sont tombés dans la discussion qu'on disait tout à l'heure, droite-gauche, ceux qui sont pour la remise en cause du compromis, ceux qui veulent essayer de l'adapter, qui sont plutôt progressistes. Et le compromis était basé sur 3 éléments, une adhésion obligatoire, une sécurité du revenu et une négociation syndicat-employeur. Est-ce que c'est un vieux modèle? Non, parce qu'il couvre encore 40% de la main-d'œuvre et ces régimes-là, ça continue à former une base importante du système.
La Régie des rentes a sorti des statistiques sur le nombre de régimes à prestations déterminées qui ont un volet à cotisation déterminée. Et là, on se rend compte que c'est presque un régime sur 4 qui a un volet à cotisation déterminée. Donc, c'est devenu un élément important de la transformation des régimes sur lesquels on a relativement peu de connaissances. Et puis, on l'a dit, la question des déficits actuariels qui, aujourd'hui, sont traités comme si c'était une dette à la charge de l'employeur, alors que ce n'est pas une dette, c'est un passif actuariel, et ce n'est pas la même chose. Parce que les passifs actuariels impliquent des engagements sur du long terme, 25-30 ans. C'est comme si on demandait aux gens de payer tout de suite tous les salaires pour les 25 ou 30 prochaines années. Ça n'a pas de sens. La question sur les difficultés aujourd'hui qu'on a, c'est de savoir comment ont évolué ces régimes à prestations déterminées et comment se sont créés ces nouveaux types de régimes. Et quel effet ça peut avoir sur la rémunération? Parce que c'est quand même 15 à 20% de la masse salariale pour des entreprises. Or, si on ferme les régimes de retraite demain matin, est-ce que vous croyez vraiment que les employeurs vont rendre 20% de la masse salariale aux employés? Évidemment non. On a souvent tendance à opposer secteur public et secteur privé. Mais l'autre élément qu'on connaît très mal, c'est la distribution des régimes à prestations entre les secteurs et entre les employeurs. On se rend compte qu'il y a des employeurs qui peuvent avoir 10, 20 régimes. D'autres qu'en ont un. Et la situation n'est pas du tout la même pour la restructuration des régimes de retraite. On s'est rendu compte, quand on fait des études de cas, quand on va faire des entrevues avec des membres de comités de retraite, qu'il y a des situations très, très problématiques. Et la logique du système qui était de renvoyer toute la responsabilité sur les comités de retraite, en leur disant « c'est vous les fiduciaires, c'est vous les responsables, c'est à vous de gérer les conséquences », ça cause des problèmes très importants dans des situations, notamment, mais il n'y a pas que celle-là, mais dans des situations où l'asymétrie de pouvoir est très forte. Il y a des régimes dans lesquels le comité a délégué toute la gestion à l'employeur. Donc, il n'y a pas de possibilité de contrôler l'utilisation, l'évolution des régimes. Première innovation, donc, créer une rente de longévité qui, à mon avis, est en fait un moyen de bonifier le régime des rentes du Québec par rapport à des campagnes qui sont développées dans l'ensemble des provinces canadiennes depuis au moins 2-3 ans pour demander une bonification du régime de pension du Canada et du régime des rentes du Québec. Tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, la période des années 80-90, où on a laissé les régimes privés prendre toute la place, aujourd'hui, on doit aller en renforçant les régimes publics. De nouveaux régimes qui sont des régimes à prestations cibles, hybrides, des régimes de retraite à financement salarial, le RVER, là, le régime volontaire d'épargne retraite, dans lequel finalement on crée une obligation avec des comptes individuels, une obligation publique de contribuer à un régime de retraite. La nouvelle structure du système, elle pose un certain nombre de questions. Là, j'en soulève quelques-unes. Prenez celles qui vous intéressent pour la discussion. D'abord, la question des retraités. Quels sont leurs droits et leurs responsabilités à l'intérieur des régimes? On les associait traditionnellement soit à l'employeur, soit aux travailleurs actifs. Mais l'importance aujourd'hui qu'ils ont dans les régimes de retraite fait qu'il va falloir redéfinir leur place de façon plus importante et donc leurs responsabilités également. Est-ce qu'ils doivent participer au financement des déficits ou pas? La rente, jusqu'où peut-on aller dans la conditionnalité des prestations? Et ça, c'est un problème sérieux. Monsieur Damour l'a dit, l'objectif du système, c'est d'assurer une sécurité des revenus. Si on fait des rentes conditionnelles, jusqu'où on va dans la conditionnalité? C'est une question importante. La responsabilité sociale des employeurs, là je vais passer vite aussi parce que c'est un énorme débat, mais on voit bien qu'il y a une tendance forte aujourd'hui pour les employeurs à se retirer du financement des régimes de retraite. C'est des demandes répétées depuis plusieurs années. Daniel en a parlé, il y a une période où les employeurs avaient tout intérêt à avoir des régimes de retraite et c'était très intéressant pour eux. Aujourd'hui, leur responsabilité vis-à-vis du système me paraît problématique. Des propositions que vous retrouvez dans le document, donc je m'excuse si je vais un peu vite.
dans le document qu'on a diffusé avec l'IREC. Augmenter le maximum des gains admissibles à pension pour financer la rente de longévité, plutôt que d'aller sur des taux de cotisation. Donc ça, c'est une discussion un peu plus technique qu'il faudrait avoir. Interdire les régimes qui ne garantissent pas de rente. On le sait, les régimes à cotisation déterminée, les REER, ne garantissent pas de revenus à la retraite. Ce ne sont pas des régimes de retraite. Définissez-les comme vous voulez, mais ça ne garantit pas de revenus à la retraite. Donc, il faut garantir une rente quand on met en place des régimes. Augmenter le niveau de supervision de la régie pour soulager les comités de retraite, leur apporter davantage de support dans leur fonctionnement, leur formation, épauler davantage les membres de comités de retraite. C'est un aspect important. Quatrième élément, créer une option publique à l'intérieur du régime volontaire d'épargne retraite, sous la forme, alors là, c'est une proposition, d'un compte supplémentaire à la Régie des rentes du Québec. Donc, avoir à l'intérieur du RVER une option publique qui permettrait aux gens de placer juste des cotisations supplémentaires à la Régie des rentes, comme ils ont pour le régime des rentes du Québec. Et enfin, dernier élément, créer un conseil des partenaires des régimes de retraite, dans le sens où si on augmente l'implication de la régie dans la supervision des régimes, il faut en même temps lui sortir de sa responsabilité les orientations que doit prendre le système de revenus de retraite et favoriser davantage le dialogue sur le long terme entre les différents partenaires. On reconnaît tous l'importance de ce qui a été fait dans la commission d'experts, mais le problème, c'est qu'on aurait besoin de développer des études, de la connaissance sur du long terme, plutôt que de s'attendre à avoir des miracles à chaque rapport. Indépendamment de la valeur des gens qui écrivent les rapports, c'est clair. Mais les attentes sont énormes sur leurs épaules, alors que sur du long terme, ce serait plus facile à gérer. Tout ce que je viens d'entendre, nous l'avons débattu pendant des semaines et des semaines et des semaines. Nous avons tourné ces arguments l'un après l'autre. Mais on s'est dit, en fin de course, oui, il faut être audacieux dans nos recommandations, mais il faut être pragmatique. Les critiques que nous entendons aujourd'hui, pas nécessairement autour de cette table, mais en général, elles émanent de ceux qui sont privilégiés dans le système, ceux qui ont des bons régimes, et puis qui espèrent pouvoir, puis qui ne veulent rien faire pour le restructurer, pour assurer sa pérennité, parce que c'est acquis, puis touchez-y pas. Bon. On parlait du long terme, projetons-nous un peu, pensons à nos enfants. Deuxièmement, on oublie que les marchés, c'est volatile. Si on se reporte sur une très longue période, sur 100 ans, les rendements des marchés, là, ils ont voisiné 2 % en taux réel. Et si on veut passer à travers les prochaines crises économiques, il faut que l'on soit conservateur puis qu'on utilise ce rendement réel-là. Nous l'avons vécu, nous, au comité, cette difficulté de sortir de la boîte. On est dans une boîte dans laquelle on est habitué de fonctionner et de réfléchir. On s'était invités à sortir de la boîte. Sortons de cette boîte. Allons vers d'autres concepts, tout en étant bien conscients de ce que constituent les enjeux entourant la retraite. Les nouvelles tables de mortalité vont accroître les coûts de services courants dans l'ordre de 8 à 10 %. Donc, la vérité, là, elle va venir vite. Là. Dans nos lois actuelles, il n'y a pas de politique de gestion des risques qui est imposée au régime de retraite, aux gestionnaires de retraite. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on a, il n'y a pas de politique de financement. On a un encadrement pour les politiques de placement, mais il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'on a dans nos lois, c'est de protéger les intérêts individuels. N'allons pas imposer un remède de cheval. Un remède de cheval, ça aurait été celui des Pays-Bas. On aurait tué le malade. Parce qu'on aurait exigé, finalement, qu'on actualise le passif d'une façon très conservatrice. On n'a pas fait ça. On est allé d'une façon très pragmatique. On dit, actualisons le passif d'une façon conservatrice pour les retraités et les futurs retraités, mais pour les actifs, laissons de la marge un peu à l'actuaire. Même si, par exemple, on a de nouvelles tables qui sont plus réalistes, est-ce qu'on a
atteint la réalité de la mortalité, où on va encore retrouver qu'effectivement, on dit que la mortalité, ça s'améliore de 3 mois par année depuis les 100 dernières années. Alors finalement, si ça continue à s'améliorer, les tables d'aujourd'hui, les nouvelles tables que mon collègue sur lesquelles il a travaillé, elles vont être périmées dans quelques années, et là, on repassera encore une fois à l'autre chose. Quand j'ai dit remède de cheval, dans le fond, c'est qu'on vient d'assimiler plusieurs crises. Là, on est le 3e. Et là, si on doit assimiler en même temps la capitalisation améliorée dans le contexte de la boîte où on se trouve actuellement, on ne pourra pas le faire. C'est ce que je pense. Si on n'a pas de régime de retraite, évidemment, on a un salaire plus élevé aussi. Parce qu'il y a cette idée, et je trouve ça intéressant, il y a effectivement une philosophie de rétention derrière des régimes à prestations déterminées. On essaie, dans le fond, d'intéresser les gens à rester longtemps dans l'entreprise. Les passifs actuariels sont-ils de la dette? Est-ce que c'est des salaires futurs, dans le fond, qu'il faudrait payer tout de suite? Non, c'est des salaires passés. On a promis ces sommes-là en disant on vous paye 50 000 $ plus tant de régime de retraite. On a accumulé ce passif actuariel. Maintenant, je pense que sur le débat de la vérité des prix, c'est vrai que c'est un idéal. Hein, il faut s'en approcher à tout le moins. J'avoue que les actuaires ont tellement souvent manqué le coche qu'ils ont peut-être une crédibilité pas très éloignée de celle des économistes. Je suis économiste, alors je peux le dire. Je voulais juste ramener l'idée sur l'importance des régimes à prestations déterminées. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi, parce que c'est quand même les meilleures formes de régime. Après, on peut essayer d'inventer des nouvelles formules, puis le Québec a connu beaucoup d'innovations dans les types de régimes, notamment avec le développement de régimes sectoriels. C'est quelque chose sur lequel on pourrait discuter, puis ça permettrait à M. Chassin de changer d'employeur sans se poser la question de sa retraite, puisqu'il resterait dans le même secteur, puis il aurait un régime couvert pour l'ensemble du secteur. Si je prends la commission qui a été faite en Ontario sur la même question, il y avait 10 ou 12 sous-comités avec des mandats précis de recherche. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre en arrière. Je parle peu des régimes privés, alors qu'il y a des problèmes aussi avec les régimes privés. Personnellement, ce qui me préoccupe le plus, c'est les régimes publics, parce que les régimes publics, ça, c'est directement notre responsabilité collective. On les a déjà promis, ces sommes-là. Alors là, il y a vraiment une dette accumulée, et là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Et pour acheter une rente qui donne l'équivalent du salaire à la retraite pour des employés du secteur public, ça peut représenter effectivement au-delà du $1 million assez largement. Les régimes privés, lorsqu'on les compare aux régimes publics, sont nettement moins généreux. Une faible proportion des régimes privés sont indexés. Une faible proportion des régimes privés financent des retraites anticipées. Une faible et l'âge moyen de la retraite dans les régimes privés est plutôt de l'ordre de 64 ans, alors que dans les publics, sont de l'ordre de 58 ans, l'âge de la retraite. Donc, il y a des écarts. Si on est capable de se payer ces bénéfices qui sont différents, bien, il faut avoir les moyens de le faire. Vous savez, un régime de retraite à prestations déterminées, son problème, là, il y a trop de bénéfices accessoires qui sont accolés à ces régimes. C'est la capacité de partir en retraite subventionnée. C'est le pont que l'on fait avec le régime des rentes. C'est toutes sortes de bénéfices. L'indexation, qui coûte cher. 50% des coûts de ce régime-là sont associés aux bénéfices accessoires. Il n'y a pas à opposer les gens du secteur public et les gens du secteur privé. Parce que quand on fait ça, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y a des employeurs dans le secteur privé qui ont des régimes de retraite et pas d'autres. À la même taille, les mêmes secteurs, les mêmes problématiques. Donc, c'est une question de couverture des régimes de retraite qu'il faut se poser. Et là, c'est vrai que la problématique est beaucoup plus compliquée. Pour terminer sur l'idée, l'âge de la retraite, pourquoi il y a des différences aussi grandes entre le public et le privé? D'abord, c'est là où je disais qu'on n'a pas assez de connaissances, c'est qu'il y a eu des décisions prises dans le secteur public, que je sache quand même. On a fait partir 35 000 personnes à la retraite alors qu'on en prévoyait 16 000. Donc, et l'existence des régimes de retraite, elle est liée aux conditions de travail. Dans beaucoup de cas, on avait des régimes de retraite parce que les conditions de travail étaient plus difficiles. Parce qu'on avait besoin d'avoir du personnel
pendant de nombreuses années sur des sujets, sur des problèmes particuliers, sur des postes particuliers. Aujourd'hui, on le voit, si on perd l'expertise qu'on a, ça coûte une fortune d'aller dans des agences pour recruter du monde à l'extérieur. Donc les régimes de retraite ont leur utilité dans les entreprises, que ce soit public ou privé. Alors, quand on a engagé ces gens-là avec le régime de retraite, on leur proposait des conditions d'emploi où il y avait un régime de retraite. Donc, finalement, ça fait partie des conditions d'emploi. Deuxièmement, quand vous parlez de l'impôt, si CN verse 1,6 milliard et déduit le montant, bon, en fait, pour le gouvernement, c'est un report d'impôt. Il va récupérer ce montant-là lorsque les gens récupéreront leurs prestations de retraite. Même chose pour les employés de l'État. On a dit que, bon, le gouvernement paye les rentes, mais quand même, il va récupérer une portion de ce paiement-là sous forme de rentrée d'impôt futur aussi. Donc, il y a quand même un mouvement d'impôt. On ne finance pas le CN. Je veux dire, l'impôt va être repayé par d'autres personnes par la suite. Effectivement, c'est peut-être la façon qui est théoriquement la meilleure de mutualiser des risques, de dire on va mettre tout le monde ensemble, puis avec la loi des grands nombres, finalement, le risque de ne plus avoir d'argent parce qu'on a vécu vraiment plus vieux devient tout à coup moindre parce que si c'est nous qui vivons plus vieux, ben les autres vont payer pour nous. Si on meurt plus jeune, ben c'est nous qui allons avoir finalement, en bout de ligne, payé pour les autres. Fait que c'est le principe de l'assurance. La question qui se pose, c'est quelle proportion va-t-on mutualiser et quelle proportion va-t-on laisser à la discrétion des gens? Est-ce que les gens veulent tous rentrer dans la petite case de la belle petite retraite bien parfaite, selon qu'il faut avoir à 65 ans 60 % de revenus de taux de remplacement de revenus, ou est-ce qu'il y a différents choix, il y a différentes circonstances, il y a des gens qui vont choisir d'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, il y en a d'autres qui vont s'acheter une maison, il y en a d'autres qui vont faire d'autres choix. Il y a peut-être une suggestion intermédiaire qui est un régime automatique, donc où tout le monde serait inscrit, mais non obligatoire, où on pourrait se désinscrire. Dans le fond, les étudiants universitaires connaissent ça en général. Il y a toutes sortes de cotisations qu'on paye en plus de nos frais de scolarité qui sont automatiques, mais qui sont non obligatoires, où on peut se retirer. C'est pour le futur qu'on peut faire des réformes et pas pour le passé. Du coup, pour les jeunes notamment, c'est une vraie problématique et je reconnais tout à fait aujourd'hui que le système n'est pas équitable en termes générationnels si on laisse les régimes à prestations se fermer pour créer des régimes à cotisation pour les nouveaux employés. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas la solution d'aller vers ces éléments-là. En plus, on pourrait montrer que ça coûte beaucoup plus cher, mais restons juste sur les questions de disparité. Si on est riche, bien portant, habitant dans un beau quartier, on a des chances de vivre beaucoup plus longtemps. Mais là, c'est une question de distribution de la richesse, de répartition de la richesse. Et il y a des façons de permettre que les gens qui sont les plus riches cotisent davantage que ceux qui sont plus pauvres. Oui. La bonification du régime des rentes du Québec, ce n'est pas l'intervention de l'État qui est proposée. C'est financé par les employeurs et les salariés. L'État, il ne finance pas le régime des rentes du Québec. Les régimes obligatoires sont les plus efficaces. Et on sait qu'il n'y a aucun système dans le monde qui ne tient si les employeurs ne cotisent pas à ces régimes-là. Donc, il n'y aura pas de régime de retraite viable sans contribution des acteurs sociaux. Et c'est pour ça que, bon, nous, dans le document, on propose de les mettre autour de la table pour qu'ils puissent se parler plus souvent. Nos jeunes, bien sûr, ne sont pas enclins à l'épargne. Et il y a une association de retraités du secteur public qui a fait un sondage après la publication de notre rapport. Et plus de 60 % des jeunes ont dit oui à la rente longévité parce qu'on va créer l'obligation d'épargner. On va nous obliger à épargner 1 % net d'impôts. 1 %. On porte attention à l'égalité dans la distribution de la richesse. On a le meilleur endroit en Amérique du Nord où on a la meilleure distribution de la richesse. Et nos jeunes vont nous dire merci dans 20 ans. Si on ne fait pas ça, dans 20 ans, le problème va être monstrueux. Oui. Qu'est-ce qui va se produire dans 20 ans? Les problèmes étant ce qu'ils seront. L'État va devoir se substituer et intervenir. Comment va-t-il intervenir, l'État, à l'époque, à ce moment-là? Il va taxer. L'immédiateté, ça va nous tuer. Alors, il faut avoir une vision long terme. Pensons à nos jeunes. Pensons à la transparence. Pensons à la responsabilisation. On est tous responsables.